pour commencer, on a le plaisir de recevoir deux représentants d'une institution que j'ai eu énormément de plaisir à découvrir il y a quelques années, parce que vraiment, vraiment, elle fait un travail formidable. Je donne donc d'emblée la parole à Monsieur Longchamp, qui est le directeur adjoint du centre d'éducation spécialisée Le Repuy, pour vous expliquer un peu l'historique, la mission de son centre, avant de donner la parole ensuite à Madame Lovis, qui est éducatrice spécialisée répondante surdité, donc qui est en plein dans le sujet qui nous intéresse en ce qui concerne la réinsertion professionnelle. Monsieur Longchamp. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier très sincèrement le Forum Écoute de nous avoir invités justement pour cette présentation. On est très heureux de pouvoir partager notre expérience dans la formation professionnelle avec des jeunes sourds. Pour commencer, je vous invite à faire connaissance avec le centre de formation professionnelle spécialisé, donc le Repuy. Notre centre a été créé en 1933 par un monsieur qui était le premier conseiller en orientation du canton de Vaud, monsieur Gras. Le but à l'époque, c'était d'aider des jeunes qui étaient considérés comme marginaux, sans formation, à apprendre un métier, en fait, à débuter leur vie professionnelle. La devise à l'époque, c'était pour qu'ils volent de leurs propres ailes. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des oiseaux en fait sur le logo de notre institution. Le premier bâtiment, le site a toujours été sur le même endroit, donc le premier bâtiment qui a été acquis l'a été grâce à un don de la Fête nationale qui vendait à l'époque des petites médailles. Et donc ça, c'est le premier bâtiment qui a été acquis. En 1945, il y a eu un nouveau bâtiment qui a été construit, mais plus adapté aux besoins justement de formation de l'époque. Alors les métiers appris, on a l'impression de faire un voyage dans le temps avec ces images, mais c'est des métiers qui sont essentiellement manuels, donc avec la vannerie, l'horticulture, l'agriculture, la menuiserie, qui sont des occupations assez quotidiennes justement à cette époque-là. Aujourd'hui, les métiers ils ont beaucoup évolué, mais seule la vannerie a disparu des professions qu'on propose. Par contre, les jeunes continuent à se former dans les trois domaines. Alors, comme pour toutes les professions, c'est sûr que ça a beaucoup évolué au travers du temps, mais on continue donc à former en horticulture, en menuiserie, et puis également, alors un peu moins en agriculture, maintenant c'est de l'horticulture. Ces trois domaines professionnels ont été rejoints par 11 autres, donc on s'est beaucoup étoffé en termes de formation pour essayer justement de répondre au mieux aux besoins de l'économie et aussi évidemment aux envies des jeunes qui nous sont adressés. Le financement à l'époque, aujourd'hui on est financé par l'assurance invalidité essentiellement, mais le financement à l'époque, il n'y avait pas d'assurance invalidité, donc c'était de l'autofinancement, donc qui se faisait soit par des dons, soit par la vente justement des objets qui étaient fabriqués par les jeunes. Et il y avait des colporteurs qui allaient dans les entreprises et dans les fermes pour vendre justement les produits qui étaient fabriqués par le Repuy. Aujourd'hui, notre centre, il a bien grandi par rapport à la première maison. Donc aujourd'hui, on accueille 350 apprentis, filles et garçons, qui se forment pour moitié en atelier, et c'est très important aussi pour nous, pour moitié en entreprise, et ceci donc sur toute la Suisse romande. Et puis, depuis 1960, l'assurance invalidité a pris le relais pour le financement justement de ces formations. Madame Levy et moi avons 220 collègues qui travaillons sur ce site, mais aussi dans toute la Suisse romande, pour notre fondation. Donc, on œuvre autant dans l'hébergement, parce qu'il y a 150 jeunes donc, qui sont hébergés justement sur notre site, que pour la formation professionnelle. Nos apprentis se forment dans 3 niveaux de formation. Alors, le plus connu, en fait, c'est le certificat fédéral de capacité. Il y a aussi l'attestation fédérale de formation professionnelle et puis la formation pratique, qui est une formation individualisée sur mesure, justement, pour essayer de développer au mieux les compétences de nos apprentis. Ce qui est particulièrement important pour nous dans notre système de formation, c'est de pouvoir avoir un maximum de mobilité entre ce qu'on peut proposer aux apprentis pour pouvoir proposer un programme qui correspond au mieux à leurs besoins.
C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, un jeune rentrait en formation repus, un peu comme dans une école. On était quelque part un peu de cette suite-là. Il faisait 2, 3 ou 4 ans justement dans notre centre et après, il cherchait une place de travail. Parfois, on l'accompagnait ou pas justement dans cette démarche-là. Aujourd'hui, ça a énormément changé. On est dans un système qui est beaucoup plus déstructuré au niveau de la formation professionnelle. Donc des jeunes, par exemple là, on a des mesures de réinsertion. C'est des jeunes qui ne sont pas encore prêts à rentrer en formation professionnelle, donc on les y prépare. Et après cette préparation, ils peuvent faire une orientation, donc choisir un métier dans notre centre par un système de stage. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir proposer 14 domaines professionnels différents, donc il y a du choix pour pouvoir s'exercer à plusieurs métiers. Et après, en fonction des métiers choisis et des niveaux, donc des qualifications ou du potentiel que le jeune a, il va faire une formation pratique, une AFP ou un CFC. Et c'est vrai qu'on n'est jamais totalement satisfait, en fait, nous, de notre travail. Et on essaye justement de les accompagner parce que c'est un bon indicateur aussi pour nous de savoir si notre formation est toujours pertinente, de les accompagner justement sur leur premier emploi pour aussi avoir ce retour des entreprises. Et on les intègre aussi beaucoup plus tôt dans l'économie. Donc aujourd'hui, le parcours d'un jeune qui fait 3-4 ans dans notre centre et puis après qui en sort est presque plus existant. La plupart des jeunes maintenant partent en entreprise, en cours de formation, mais on continue à les accompagner dans ce contexte-là. Ce qui était extrêmement important aussi pour nous, c'est avant on avait des jeunes qui allaient en entreprise, c'était plutôt on va dire les meilleurs, ceux qui faisaient un CFC ou une AFP, puis les jeunes qui faisaient des formations pratiques allaient peu en entreprise. Aujourd'hui, on essaye vraiment tous les modèles de formation, c'est-à-dire qu'on accompagne un jeune qui peut commencer par exemple une formation pratique en menuiserie, peut très bien continuer avec une AFP, donc une attestation de formation professionnelle dans une entreprise. Et puis là, à ce moment-là, justement, on continue à le suivre. Donc pour nous, c'est particulièrement important de continuer justement à individualiser ce parcours pour que ça corresponde justement au mieux à leurs besoins et à leurs envies. Maintenant, un élément pour nous qui est crucial, si on a un centre spécialisé et pas une école des métiers ou bien une entreprise, c'est aussi par notre capacité justement à accompagner les jeunes dans leur spécificité. Alors c'est vrai qu'en tant que centre spécialisé, nous individualisons énormément la formation, mais aussi évidemment le soutien à nos apprentis pour leur donner un maximum de chances de réussir, parce que c'est vrai qu'on a des jeunes, on accueille des jeunes qui ont vécu pas mal d'échecs au niveau scolaire, au niveau professionnel, donc on va tout mettre en œuvre pour essayer de ne pas rééditer ces échecs-là. Donc on va essayer de leur donner un maximum de chances justement de surmonter tout cela. Et c'est vrai que souvent on parle d'individualisation, hein, mais on a à la fois une forme d'individualisation dans un espèce de standard. C'est très compliqué en fait de pouvoir faire véritablement des parcours individuels. Mais peut-être pour illustrer ça, et ça a été relevé tout à l'heure par Madame Longley et le professeur Sen. Si je prends l'exemple justement de la surdité, l'implant c'est un outil. Et pour nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment accompagner l'apprenti avec cet outil-là dans son environnement professionnel et dans des environnements professionnels qui sont vraiment divers. Ce n'est pas le même environnement sonore dans une menuiserie ou dans un bureau ou dans une cuisine. Et c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir justement accompagner les jeunes dans cet environnement-là pour pouvoir avoir cette individualisation-là. D'autre part, ils ont tous un parcours de vie, un parcours personnel qui leur est propre, donc une approche par rapport à leurs difficultés liées à la surdité qui leur est propre. Donc c'est vrai que pour cela, moi j'ai beaucoup apprécié justement les propos qui ont été tenus tout à l'heure par rapport à la nécessité d'un travail d'équipe. Alors c'est vrai qu'à notre niveau, on ne fait pas de la chirurgie, mais c'est vrai qu'à notre niveau, on met en place en fait une nécessaire parfaite coordination justement entre les professionnels, qu'ils soient enseignants, psychologues, maîtres socioprofessionnels. Donc les maîtres socioprofessionnels, c'est les formateurs qui sont dans les ateliers. Et puis ma collègue, rouage indispensable justement pour les aspects de surdité, donc ma collègue Madame Lovy,
à qui je vais passer la parole maintenant et qui va rentrer plus dans le concret de notre accompagnement. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Longchamp. Madame Lovy. Bonjour à chacun et un bonjour tout particulier à ceux qui nous suivent derrière leur écran. Surdité et formation professionnelle. Alors c'est un vaste sujet, mais je vais l'aborder avec un regard d'éducatrice et en introduction, je vous propose quelques généralités que je vais illustrer par un objet du quotidien. C'est vrai que je compare très souvent la formation professionnelle aux 4 pieds d'un tabouret. Un des pieds représente l'histoire du jeune, sa personnalité, ses capacités, ses forces, ses faiblesses, mais aussi le soutien familial dont il bénéficie et le mode de communication qui sera investi en famille. Un deuxième pied, ce sont les solutions proposées et choisies pour l'enfant après le diagnostic de surdité. Pour les jeunes implantés, un troisième pied, c'est le long chemin de l'apprentissage de la parole, les nombreuses heures de logopédie, l'apprentissage par exemple du LPC, le soutien de la lecture labiale et même, si c'est plus rare, l'apprentissage de la langue des signes. Bref, ce sont tous les outils mis en place pour acquérir, accéder à la communication orale, puis écrite, et la maîtrise de l'une et de l'autre. Le dernier pied, puisqu'il y en a 4, c'est la scolarité. Et au terme de cette scolarité, qu'elle soit traditionnelle, aménagée, en inclusion, spécialisée, ce sont toutes les compétences scolaires acquises durant cette période, et on sait que pour certains écoliers, cette période est très longue. Alors, c'est le résultat de tous ces éléments qui donnera une certaine stabilité, qui sera faite de force et de faiblesse au tabouret, sur lequel le jeune montera quand il passera à l'échelon de la formation professionnelle. En tant qu'éducatrice au Repuy, j'ai accompagné plus d'une quarantaine d'apprentis sourds ou malentendants ces 11 dernières années. Alors, tous n'étaient pas implantés, mais chacun, dans sa diversité, sa surdité ou sa malentendance, a été confronté aux conséquences que moi j'appelle invisibles, celles qui sont imposées par la perte ou la diminution de l'audition. Pour rappel, et avec quelques coups de crayon, bien entendre, c'est recevoir sans effort et en permanence des informations, entendre facilement les messages oraux. Bien entendre, c'est enrichir quotidiennement son vocabulaire, sa culture générale. Bien entendre, dès son plus jeune âge, c'est avoir la possibilité de questionner, de s'exprimer, puis de nuancer, d'argumenter, de passer du concret à l'abstrait. Bien entendre, c'est aussi avoir implicitement intégré les codes sociaux qui nous permettent de savoir quand intervenir dans une discussion, à qui nous adresser et comment nous comporter dans un groupe. Et mal entendre génère des difficultés. C'est les embûches, ce sont les conséquences invisibles dont je parlais tout à l'heure, auxquelles sont souvent confrontés les écoliers dans leur scolarité, puis les apprentis dans leur formation professionnelle. Par exemple, mal entendre, c'est devoir être concentré en permanence pour entendre les messages oraux et recevoir les informations. Mal entendre, c'est avoir un vocabulaire en lien avec des situations concrètes,
un bagage lexical peu diversifié qui rend difficile l'accès et la maîtrise des textes écrits, donc après celle des supports théoriques de la formation. C'est aussi manquer de culture générale et c'est parfois avoir une compréhension enfantine du monde professionnel. Mal entendre, c'est aussi avoir un accès difficile aux échanges oraux en groupe, en raison de la rapidité de ces échanges, de l'importance des références citées, des débats d'idées. Mal entendre, c'est aussi utiliser des réflexes scolaires d'apprentissage par cœur, qui certes vont donner de bons résultats, mais qui ne vont pas favoriser la réflexion et la construction d'un avis critique. Sans oublier le plus important, mal entendre, c'est oublier l'investissement personnel de l'apprenti, qui est rarement félicité à la hauteur de ses efforts pour écouter, comprendre, assimiler, réviser, et cela peut conduire à des situations de stress et à un vrai épuisement. Alors, toutes ces conséquences invisibles, elles sont parfois niées par le jeune sourd, qui, lui, a grandi, est devenu adolescent, et comme tous les adolescents, il a envie de se fondre dans la normalité. Comme éducatrice, je suis souvent témoin de ce déni. S'il y a des difficultés, je veux aussi relever les ressources que ces apprentis mettent en place pour les dépasser. Pour les illustrer, je reprends mon tabouret de départ. Je veux nommer la volonté et l'engagement personnel important du jeune en formation et très souvent le soutien familial qui sont de vraies ressources. Pour les jeunes sourds d'implants et porteurs d'implants cochléaires et qui ont choisi le code LPC, la maîtrise du décodage est une ressource pour avoir accès à tout le bénéfice du codage des cours. Pour les jeunes qui maîtrisent suffisamment l'écrit, le recours à des outils technologiques, SwissText pour ne pas le citer, mais aussi tous les supports que la technologie nous a apportés à l'heure actuelle. Et ce n'est pas le moindre, l'apprentissage de l'autonomie qui devient une ressource pour le jeune sourd durant sa formation, pour qu'il développe un avis propre et non plus des réponses scolaires. Il y a encore d'autres solutions, d'autres soutiens. La compensation des désavantages, la sensibilisation, l'information des formateurs sur les conséquences invisibles de la surdité, la sensibilisation, l'information des pairs pour faciliter l'intégration durant les cours professionnels. Et ce travail de sensibilisation, d'information est fait par des professionnels de la surdité. Et pour éviter le stress, les troubles somatiques, voire l'épuisement qui peut paralyser le jeune sourd en formation, eh bien, proposer des espaces de parole ou des soutiens psychologiques avec des psychologues spécialisés en surdité. Ces années de formation au repuit sont aussi souvent l'occasion de mûrir et d'avancer sur le chemin de l'acceptation. Les jeunes arrivent au repuit au terme de leur année de scolarité. Parfois, elle a été un petit bout rallongée. Ils ont entre 16 ans et demi, 17 ans.
Ils sortent après 2 ans, parfois 3 ans, ils partent en entreprise, ils reviennent. Ils ont le temps de mûrir, ils ont le temps de grandir. Ils ont le temps d'accepter d'être au bénéfice d'une mesure de l'AI avec ses exigences et ses échéances. Ils ont aussi le temps de mieux accepter leur surdité pour oser en parler avec leur père, pour partager le poids de la communication. Je remarque que souvent, les apprentis sourds, quelle que soit leur surdité, sont porteurs seuls du poids de la communication avec l'entendant. Accepter aussi ces difficultés en lien avec la scolarité pour pouvoir entrer pleinement dans le niveau de formation adapté qui les mènera vers une réussite. Identifier les stratégies scolaires qu'ils ont mises en place ou toutes les stratégies qu'ils ont mises en place et qui se sont bétonnées pour apprendre à contourner les difficultés, apprendre maintenant à y faire face et puis apprendre à s'autonomiser dans les apprentissages. Alors, ce chemin d'acceptation, vous me direz que c'est presque le chemin de toute une vie. Je suis bien d'accord avec vous, mais je crois que ce sont les jalons qui sont ébauchés durant cette période de formation entre 16 et 20, 22 ans. Pour terminer, je vous propose de découvrir le témoignage d'une apprentie qui s'est formée au Repuy. Et nous l'appellerons Flora. Je vous lis son histoire. Je suis née en Suisse, d'origine étrangère. À la maison, nous parlons notre langue maternelle. Mes parents ont découvert ma surdité quand j'avais 12 mois. J'ai été implantée à l'âge de 3 ans. Je parle le français et j'ai suivi toute ma scolarité dans l'école traditionnelle au milieu d'enfants entendants. J'ai toujours eu de la logopédie, depuis la pose de mon implant cochléaire jusqu'à la 11e année d'école. Jusqu'en 7e année, j'avais un appui scolaire d'1 heure par semaine avec une enseignante spécialisée. Les gens qui ne me connaissent pas ne savent pas que je suis sourde. Je parle bien le français et personne ne voit si je n'ai pas compris ce qu'on me dit. À la fin de ma scolarité, j'ai fait plusieurs stages professionnels dans différents domaines. Je n'ai pas été choisie, ni acceptée pour faire un apprentissage. Comme j'avais souvent peur de ne pas comprendre ce qu'on me disait, je restais en retrait. Et les patrons, tous les collègues, pensaient que je n'étais pas vraiment motivée, que j'étais timide. L'assurance invalidité m'a proposé de faire une formation au Repuy. Je ne connaissais pas du tout ce centre. J'ai fait des stages dans différents ateliers durant la période d'orientation. Puis, j'ai confirmé mon choix dans le secteur de l'intendance. Les moniteurs socio-professionnels nous apprennent le métier et ils ont des exigences professionnelles comme des patrons. J'ai suivi une formation d'employé en intendance niveau AFP. Le Repuy m'a permis de prendre confiance en moi, de reconnaître où j'avais besoin d'aide et d'être soutenue dans ma formation. En plus des cours professionnels hebdomadaires, j'allais aux cours d'appui au Repuy, une matinée par semaine pour travailler et revoir mes cours. J'ai découvert tout le vocabulaire professionnel et la culture générale qui me manquaient. Je ne pensais pas que la formation serait aussi complète, ni que la culture générale serait aussi difficile. J'ai de la peine avec le vocabulaire. Beaucoup de mots me sont inconnus. Je confonds les mots.
je fais des associations avec des mots qui sont de faux amis. Je ne comprends pas toujours le sens des phrases que je lis. Pourtant, je parle bien le français, mais ces mots ne font pas partie de mon vocabulaire quotidien. Cette formation, c'est ma chance. Grâce à elle, j'ai eu un diplôme. Elle me permettra de faire mon chemin dans le monde du travail. Je suis fière de mes efforts et de mes réussites. Merci beaucoup, Madame Lovy. Je suis très très heureux que vous ayez inséré ce témoignage parce que quand la journée a été préparée, il a semblé à toutes les personnes qui établissaient le programme qu'il fallait absolument entendre, si j'ose dire, les personnes principalement concernées. Donc c'est vraiment magique d'avoir ce retour-là, et puis celui-ci est particulièrement émouvant. Toujours dans la même veine des témoignages, on va donner la parole à Grégoire Drault, qui est malentendant, qui est dans un processus de formation de type universitaire, membre aussi du conseil de fondation de Forum, comme vous avez pu l'entendre, puisque c'est lui qui a fait le mot de bienvenue de cette journée. Il va donc un peu vous raconter son expérience de formation en tant qu'étudiant en bachelor à l'université de Neuchâtel. Grégoire. Merci Sharaf. Juste pour préciser, je vais vraiment parler de mon apprentissage professionnel parce que c'est quand même pour cela que j'ai été invité. Et ensuite, je vais parler de mes autres expériences, qu'elles soient professionnelles ou académiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste faire un petit disclaimer, si on peut dire ça comme ça. C'est que je vais vraiment vous raconter mon expérience personnelle, mon expérience professionnelle. Je ne veux pas donner l'impression que si moi j'ai réussi à avoir le parcours que j'ai eu, n'importe quel malentendant peut l'avoir. Chaque handicap est différent, chaque personnalité est différente. Et du coup, je pense que mon parcours représente des milliers et des milliers et des milliers d'autres parcours de malentendants. Et je voulais vraiment mettre ça en avant. Et aussi me dire que oui, vous allez le voir, je suis quelqu'un qui a la facilité à communiquer, qui parfois pas forcément un langage très correct. Enfin, je suis quelqu'un qui est très à l'aise avec ça. Mais qu'il ne faut pas oublier aussi le facteur chance, qui est quelque chose de très important dans la vie. J'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres au bon moment, qui m'ont permis d'avoir le parcours que j'ai eu et que j'aurai. Mais bien sûr, il y a aussi le soutien familial, le soutien des amis. Il y a aussi mon mauvais caractère, on ne va pas se mentir, qui participe au parcours que j'ai eu. Avant de vous exposer mon parcours dans les détails, je vais faire un petit résumé. Donc moi, j'ai eu une scolarité obligatoire tout à fait ordinaire. Je n'ai pas été dans une classe spécialisée ou adaptée pour les personnes malentendantes. Et à l'issue de mon parcours, enfin de ma scolarité obligatoire, j'ai décidé de faire un apprentissage d'employé de commerce. Si j'ai décidé de faire un apprentissage d'employé de commerce, c'est d'abord pour des raisons pratiques et pragmatiques. Avoir un CFC puis une maturité professionnelle sur le CV, ça fait quand même bien, on va pas se mentir. Et aussi, j'en avais marre de l'école, j'en avais marre d'avoir le cul vissé sur une chaise pendant 8 heures. Et donc, je voulais découvrir autre chose. J'ai donc commencé un apprentissage d'employé de commerce à l'âge de 15 ans. On va intégrer, donc ça veut dire que j'ai fait le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce et la maturité professionnelle commerciale en 3 ans, ce qui est la formation la plus courte comme je l'ai faite. Cette formation, je l'ai faite en formation duale, donc 2 jours en école et 3 jours en entreprise. Et j'ai terminé cette première expérience professionnelle avec une moyenne pour ma maturité professionnelle de 5.1, mention très bien, et un CFC avec une moyenne de 5.6 pour la partie entreprise et 5.0 pour la partie école. Ce qui montre bien que l'école, ce n'est pas fait pour moi, étant donné que j'ai une meilleure note pour l'entreprise. Souhaitant depuis l'âge de 14 ans de travailler comme journaliste radio, j'ai dû me réorienter vers la voie académique car il n'y avait aucune école ou haute école qui suit la formation professionnelle qui, à mon sens, permettait d'avoir un parcours journalistique.
J'ai donc enchaîné ce qu'on appelle une passerelle DUB, ou appelé également certificat des examens complémentaires, afin de pouvoir suivre une formation universitaire. À côté de cette passerelle, donc, j'ai travaillé comme conseiller accueil client à temps partiel dans mon entreprise de formation. Une fois que j'ai terminé cette passerelle, j'ai commencé un bachelor en sciences politiques à l'Université de Lausanne que j'ai abandonné au bout d'une année pour réorientation. Durant cette année, je n'ai pas travaillé, faute d'avoir trouvé un CDI. Ma réorientation m'a conduit à choisir un bachelor en lettres et en sciences humaines à l'Université de Neuchâtel, avec 2 piliers principaux qui vont peut-être vous étonner. Le premier en sciences du langage et le second en sciences de l'information et de la communication. Et j'ai pris un pilier secondaire en philosophie. Je vais terminer ce bachelor cet été, entre les examens qui vont débuter lundi, qui suit cette journée à thème, et les différents dossiers que je dois rendre au cours de cet été. Et au cours de ces 3 années de bachelor, j'ai travaillé en tant que collaborateur étudiant polyvalent au supermarché de Monheurt-de-Lémont, un travail que j'affectionne particulièrement. Rentrons maintenant un peu plus dans le dur du sujet et dans le détail. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé un apprentissage à l'âge de 15 ans, à une époque où le rapport avec moi-même et mon handicap était juste cordial. J'ai eu la chance de commencer mon apprentissage dans l'entreprise Viteos SA, qui est active dans le domaine des services industriels d'une bonne partie du canton de Neuchâtel, avec une formatrice principale qui, destin ou au hasard, avait un membre de sa famille qui souffrait lui-même d'un handicap auditif. Elle était donc sensible à la thématique et a su voir mon potentiel au-delà de mon handicap, ce que d'autres entreprises n'ont pas su faire à mon avis. Je répète que ça n'engage que mon point de vue personnel. Je garde un très bon souvenir de cette formation qui, bien qu'elle ne fût pas rose sur tous les points, vous vous en douterez, mais pas rose uniquement à cause de mon handicap. J'ai rencontré d'autres difficultés que d'autres apprentis normaux entendants ont également rencontrées. Mais mon mauvais caractère, comme je vous l'ai dit, ma rage de faire face à l'adversité et ma fâcheuse tendance à ne jamais laisser tomber les bras m'ont poussé à constamment trouver des solutions aux problèmes que je rencontrais. Le problème le plus évident que beaucoup de malentendants doivent rencontrer, c'est celui du téléphone. À l'époque où j'ai fait mon apprentissage, l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé ne jurait, si ce n'est exclusivement, énormément par le téléphone. Des téléphones que, s'ils convenaient à mes collègues ne souffrant pas d'évidentes formes de déficience auditive, s'avéraient beaucoup plus compliqués à utiliser pour moi. Quelle solution ai-je donc trouvé? J'en ai trouvé 4 principales. La première, si je pouvais aller voir directement la personne que je devais contacter, par exemple si elle se trouvait dans le même bâtiment que moi, j'allais directement à sa rencontre. Ça permet non plus d'avoir un échange beaucoup plus humain et de pouvoir perdre un peu de temps dans les voyages. La deuxième solution, c'est d'essayer d'avoir la position de leader dans la direction de l'entretien téléphonique pour pouvoir avoir accès aux informations essentielles directement et éviter tout message superflu qui rendrait l'intercompréhension difficile. La troisième solution, qui à mon avis m'a été extrêmement bénéfique, c'est de se savoir incapable de mener l'entretien correctement et de transférer le téléphone à une collègue en essayant de transférer directement à la bonne personne avec le peu d'indications à ma disposition. Enfin, dans la mesure du possible, pour autant que le renseignement n'était pas urgent, utiliser les mails pour communiquer à l'interne comme à l'externe. Cette solution, durant l'apprentissage, n'a pas été beaucoup utilisée par moi-même, car ce n'est pas la direction que voulait l'entreprise. Aussi, j'ai rapidement remarqué que, même s'il n'était pas idéal, utiliser les cases téléphoniques qui étaient disponibles avec les téléphones me permettait de pallier à certaines difficultés, notamment la liberté et la fluidité de mouvement quand je devais chercher des infos ou noter les infos qu'on me fournissait. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée au cours de mon apprentissage, c'était de savoir si je devais dire que j'étais malentendant ou pas. Je répète ici que mes décisions que j'ai choisies, je n'en engage personne à faire les mêmes choix que moi. Comme je l'ai dit, on est tous différents et l'appropriation du handicap et le fait de le dire aux autres est propre à chacun. Mes décisions ont été les suivantes. En ce qui concerne les collègues avec qui je collaborais régulièrement dans le cadre de mes activités professionnelles,
Le choix s'est imposé à moi de le dire, de dire que je souffre d'un handicap auditif, mais sans leur expliquer tous les détails qu'implique d'un malentendant et la communication avec un malentendant. Le raisonnement fut le suivant. Ils doivent être attentifs qu'il y a une attention à voir que j'ai un handicap auditif, donc il peut y avoir des difficultés de communication, mais les situations de communication vont être tellement variées que chaque situation va être particulière, et donc du coup, faire un plan général pour les situations particulières, ça n'a jamais fonctionné. Qu'en est-il avec les collègues avec qui je ne collaborais pas régulièrement, mais qui étaient susceptibles d'avoir des relations régulières quand même, par exemple à la cantine? Dans ce cas, j'ai laissé le destin décider. Si le sujet devait tomber sur la table, alors j'expliquerai, j'informerai et ferai en sorte que les situations de communication interpersonnelle soient fluides et agréables. Mais si le sujet n'a pas à être abordé, pourquoi étaler ça sur la place publique? À propos de cela, je voudrais montrer que la transparence sur le handicap n'empêche pas les quiproquos, les intermécompréhensions ou les situations de tension. Je me souviens particulièrement de ce collègue avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans à l'accueil client. Il était formateur référent pour les aspects pratiques du métier et donc, en début de formation, il me sollicitait énormément. Et au début de notre collaboration, elle était très très difficile, car malgré qu'il soit informé que je sois malentendant, il me sollicitait de mauvaise façon, de telle sorte que je ne l'entendais pas parfois. Et parfois même, il m'expliquait des choses pendant 10 minutes, sans qu'il y ait mon attention. Il devait forcément reperdre 10 minutes pour faire les explications. Ainsi, comment avons-nous trouvé une solution? Car oui, le problème était mutuel. J'avais un problème de communication avec lui et il avait un problème de communication avec moi. J'ai donc décidé de trouver une solution mutuelle avec lui. Nous avons cherché des solutions, on les a expérimentées, on les a modifiées. Et finalement, les solutions les plus bêtes sont parfois les meilleures. Alors, vous allez me dire, mais quelle a été cette solution miracle? Eh bien, mon collègue et moi avons remarqué que le stimuli auditif à laquelle j'étais systématiquement attentif était celui de mon prénom ou de mon surnom. Et effectivement, chaque fois qu'il me disait Grégoire ou Greg, je réagissais instantanément. Ainsi, avant de commencer à s'engager dans une explication ou une discussion, il devait m'appeler, je lui faisais comprendre si j'étais disponible ou pas à la communication, et si j'étais disponible, soit on le discutait à distance, ou mieux, je me déplaçais à son bureau pour avoir une meilleure intercompréhension. À la suite de cela, sans dire que nous soyons devenus les meilleurs amis du monde, nous avons entretenu une relation professionnelle très agréable. Ce que je veux dire à travers cette petite anecdote, c'est que le monde n'est pas aussi méchant qu'on tend à le croire ou à nous le faire croire. Les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer au cours de mon apprentissage ont été d'une très grande gentillesse et d'une très grande bienveillance. Si je me doute que beaucoup de mes collègues avec qui j'ai interagi ont finalement été au courant d'une manière ou d'une autre que j'étais malentendant, tous m'ont d'abord considéré comme Grégoire, apprenti employé de commerce, Grégoire, jeune homme en formation professionnelle, Grégoire, collaborateur en formation au sein de Viteos SA, avant de me considérer comme Grégoire, porteur d'un handicap auditif. Reste le dernier problème, ce qui me semble être le dernier problème de ma formation professionnelle, c'était l'interaction avec la clientèle. Car oui, Viteos SA étant un service public, nous avions affaire à beaucoup de clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Si les clients prenaient contact directement par téléphone, eh bien là, pas de nouveauté, j'utilisais la même stratégie exposée précédemment. Si les clients prenaient contact par mail, ce qui était rare, il faut l'avouer, dans ce cas-là, il n'y avait pas de problème. J'étais prêt à pondre un pavé de 30 pages où j'expliquais tout dans les moindres détails si ça pouvait m'éviter de passer un coup de téléphone. Bien sûr, si c'était par téléphone, c'était beaucoup plus compliqué. Mais que se passait-il si le client se déplaçait sur place? Eh bien, ça peut paraître étonnant, mais il s'agissait bien là de ma situation préférée parmi toutes les configurations possibles. Si le client venait directement à moi, j'ai accès à la lecture labiale, à son expression faciale et de manière plus large à son expression corporelle. Je pouvais mieux le comprendre, deviner, voire anticiper ce que le client allait demander.
Bien sûr, il faut prendre en compte que nous étions à une époque où le Covid-19 n'existait même pas, si ce n'est dans les films catastrophes, et donc la communication était d'autant plus facile qu'il n'y avait aucun masque et aucune paroi en plexiglas. Mais reviendrai sur ce point dans quelques instants. Concernant la partie école de la formation professionnelle, je n'ai à titre personnel pas grand-chose à dire. Étant donné que j'ai bénéficié d'une scolarité obligatoire classique avec l'aide très ponctuelle d'une enseignante spécialisée, mais surtout l'aide beaucoup plus régulière d'un émetteur FN, le Phonak Inspiro, pour ceux qui le connaissent, j'ai continué sur cette lancée durant ma formation scolaire professionnelle. Mes professeurs de l'époque ont bénéficié d'une explication sur les enjeux d'avoir un élève malentendant dans sa classe par mon enseignante spécialisée lors de ma première année de formation, mais celle-ci n'a pas été respectée par la suite. Quant à mes camarades, ils ont été informés sur le fait que j'étais malentendant lorsque je donnais l'émetteur FM à mes professeurs, mais je n'ai jamais fait d'exposé ou de présentation sur ce qu'était d'être malentendant et ce à quoi ils devaient faire attention. J'ai préféré laisser les choses aller d'elles-mêmes et j'ai remarqué à ma grande surprise la grande indifférence que cela représentait pour eux que je sois porteur d'un handicap auditif. Qu'on soit bien d'accord, ils étaient indifférents face à la situation, mais ils savaient qu'il fallait faire un peu attention lorsqu'ils discutaient avec moi. Je pense que cette première année d'expérience, peut-être première formation professionnelle, a été décidée dans la suite de mes choix et de mes décisions concernant le rapport que j'ai avec mon handicap, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde académique. En effet, ayant évolué dans un monde professionnel avec des collègues pour la plupart âgés au minimum d'une dizaine d'années de plus que moi, j'ai pu comprendre que le rapport au handicap est co-construit avec l'environnement dans lequel on évolue. Ainsi, si je dois faire des efforts pour la communication et l'intercompréhension soient optimales, cela ne dépend pas uniquement de moi, mais aussi des autres. Ainsi, j'ai fait le choix de faire en sorte de m'adapter aux situations telles qu'elles se présentaient à moi, lorsque des efforts devaient être fournis par mon ou mes interlocuteurs. Alors, pardon, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit là. Je recommence. Je faisais en sorte de m'adapter à mes collègues, à la situation, mais si tout d'un coup je devais les solliciter pour avoir une meilleure communication, une meilleure intercompréhension, alors je les prenais à partie. Ceci clôturant ma partie sur la formation professionnelle, et que ça fait un peu court et puis que Sarah ne va pas être content, je vais vous expliquer comment cette première expérience professionnelle a influencé la suite de mes choix. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, à la suite de mon apprentissage et en parallèle de ma passerelle DEPS, j'ai été embauché en tant que collaborateur étudiant au service client de mon entreprise formatrice. Lors de cette première année d'expérience post-apprentissage, il n'y a pas eu des changements radicaux, étant donné que j'étais dans la même entreprise à laquelle j'ai été formé. J'avais donc déjà mes acquis et mes collègues savaient à qui ils avaient affaire. Néanmoins, du fait que j'avais un taux d'activité relativement faible, mais une charge de travail assez conséquente, quand même proportionnée à mon taux de travail de 20%, j'ai réussi à faire valoir d'utiliser plus souvent l'écrit lorsque j'avais des demandes à formuler en interne et en externe. Par conséquent, ça m'a permis de me libérer en partie de la charge du téléphone, même si ce dernier a toujours été énormément présent. A contrario, durant cette expérience professionnelle où le téléphone était énormément d'usage, le fait de devoir l'utiliser m'a permis de mieux appréhender cette tâche qui, malgré tout, à l'époque, était encore très compliquée pour moi. J'ai pu mettre en place des stratégies, des stratagèmes qui me permettaient de mieux comprendre ce qui m'était dit au téléphone et ainsi de ne pas me laisser déborder par ce dernier. Durant ma passerelle DEPS aussi, il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à ma formation professionnelle en école. En effet, la configuration de classe était assez similaire et j'ai donc juste dû appliquer une deuxième fois ce que j'avais fait à l'école. À savoir, donc, informer le professeur de mon handicap auditif, lui demander de porter l'appareil FM pour bien le comprendre. Et mes camarades, eh bien, ils ont été mis devant le fait accompli. S'ils avaient des questions à me poser, ils n'avaient qu'à le faire. Vient ensuite ma deuxième expérience professionnelle, lorsque j'ai été embauché au supermarché de Manor en tant que collaborateur étudiant polyvalent. Qu'est-ce que ça veut dire être collaborateur étudiant polyvalent ?
Cela veut dire que mon cahier des charges nécessite une pleine et entière capacité à pouvoir gérer l'intégralité des rayons sous la responsabilité du groupe Manor en ce qui concerne les activités de base. Pour vous donner une petite idée, actuellement, je suis en mesure de pouvoir gérer les rayons fruits et légumes, charcuterie, fromagerie, poissonnerie, rayon boisson, rayon épicerie et colonial, rayon frais, caisse, logistique et manutention du supermarché, travail administratif basique du supermarché. En plus de cela, je suis également en mesure de pouvoir gérer le rayon, je recommence. Je suis également en mesure de pouvoir gérer le rayon boucherie dans les préparations de base, ainsi que la boulangerie pour la partie mise en vente des pains et préparation des sandwichs. Ces deux activités ne faisant plus partie du groupe Manor là où je travaille, je n'ai plus à devoir m'occuper de ces tâches. Dans ce cadre d'activité professionnelle en particulier, la plus grande difficulté que je rencontre est l'interaction entre mes collègues et les clients. Dans un environnement qui est particulièrement bruyant, car nous avons beaucoup de frigos avec leur propre système de réfrigération, avec un moteur qui est extrêmement bruyant. Mais là aussi, des solutions, des stratégies, des stratagèmes ont été trouvés et mis en place. De manière naturelle, au travail, entre collègues, on s'interpelle par nos prénoms ou nos surnoms. Chose pratique dans mon cas, étant donné que le stimuli auditif de mon prénom est automatique chez moi. De ce côté-là, je n'ai rien eu à faire, et mes collègues ont été assez vite sensibilisés au fait que je suis porteur d'un handicap auditif, et donc en cas d'interne mécompréhension, il suffit soit de répéter ce qui a été dit, ou mieux, répéter avec d'autres mots ce qui a été dit. Avec les clients, hors période Covid, aucun problème à signaler. Et si je n'ai pas compris une demande d'un client, je n'hésite pas à user l'une de mes 1001 astuces pour faire répéter la demande du client sans même qu'il s'en rende compte. Et très sincèrement, je n'ai pas vraiment eu de problème de mécompréhension. Et en période Covid, eh bien, à ma grande surprise, il y a eu très peu de changements ou de contraintes supplémentaires. J'en suis le premier à être surpris. Mais de l'avis de mon audioprothésiste et de ma psychologue, il semblerait que ma capacité à appréhender positivement les choses de la vie, ma bonne relation actuelle avec moi-même et mon handicap en particulier, mon caractère assez robuste et une certaine plasticité cérébrale, et surtout une capacité à lire les expressions faciales et les signes indirects de la lecture labiale m'ait permis de continuer à travailler et à communiquer avec la clientèle et mes collègues avec une assez bonne facilité. Mais ne vous méprenez pas. J'éprouve quand même certaines difficultés lorsque la personne a un accent quelconque assez prononcé ou alors parle trop rapidement. Dans ce cas, j'essaie de lui faire répéter à nouveau ce qui vient d'être dit afin de comprendre la demande. Et il m'est arrivé quelquefois de demander au client de se mettre à distance sanitaire et d'enlever le masque pour que je puisse lire sur les lèvres en raison de mon handicap auditif. Et cela s'est toujours très bien passé. Le plus grand changement que j'ai rencontré, c'est lors de mes expériences universitaires où ça a été le grand baptême du feu. En effet, j'ai décidé de mener la barque par moi-même sans l'aide de mon enseignant spécialisé et de me lancer dans l'inconnu. Et l'inconnu m'aura réservé de bonnes comme de mauvaises surprises. Parmi les moins bonnes, je me souviens en particulier de ma première rencontre avec deux professeurs à l'université de Lausanne que je n'avais donc jamais côtoyé auparavant et qui, lorsque j'aurais demandé de me porter mon appareil FM à cause de ma malédiction, ont refusé. Oui, vous avez bien entendu, ils ont voulu refuser que de porter le micro pour que je ne sais plus exactement quel motif. Je me suis donc vu contraint et forcé d'expliquer pour chacun des professeurs les raisons qui m'amenaient à demander le port de ce micro, et je n'ai pas hésité à utiliser des arguments juridiques comme la loi sur le handicap, ou il y avait encore l'annexe sur les personnes, sur les droits des personnes en situation de handicap, de la Convention des droits de l'homme. Ce qui était aussi assez drôle, c'est qu'une fois, lorsque j'avais ces deux professeurs, j'avais oublié mon micro. Donc du coup, pendant une journée, je n'ai pas pu très bien suivre les cours. Et ces deux professeurs se sont inquiétés de cela. Ironie du sort qu'on sait qu'au départ, ils ne voulaient pas les porter. Mais sinon, j'ai aussi eu ce professeur d'anthropologie sociale, un Américain, qui, lorsque je l'ai sollicité pour qu'il porte le micro, a écarté les bras et m'a dit « Faites ce que vous voulez de ce corps ». Véridique. J'ai dû le calmer un peu calmer ses ardeurs et lui simplement montrer comment porter le micro. À l'université de Neuchâtel, ça a été radicalement différent.
En effet, l'université est beaucoup plus petite et beaucoup plus humaine. J'ai donc eu ce professeur de marketing qui a accepté que son cours soit retranscrit via la plateforme de SwissText et a donc accepté de déléguer une partie de sa propriété intellectuelle. Ce professeur qui a donné de la voix pendant 1 heure et demie lorsque mon micro a subitement cessé de fonctionner et que je n'avais pas de quoi le charger. Ou encore ce professeur de philosophie tellement inquiet de la fragilité du matériel FM ou du Roger Select que j'utilise actuellement, qu'il voulait absolument que ce soit moi qui lui installe le micro sur lui. Et surtout, j'ai eu tous ces professeurs très bienveillants et à mon écoute lorsque j'ai dû suivre des cours à distance à cause de la crise du Covid-19. Ils ont été attentifs à mes demandes d'avoir accès à la caméra pour avoir accès à la lecture labiale, d'avoir des micros de bonne qualité. Et surtout, ils m'ont incité à leur écrire ou à les interrompre en plein cours pour dire si quelque chose n'allait pas. En guise de conclusion, j'aimerais simplement dire que si certes le handicap auditif peut mettre des freins à nos rêves, peut mettre des freins à la manière dont on voudrait les atteindre, je pense qu'aucun handicap, quel qu'il soit, en particulier le handicap auditif, mais il peut être d'autres, ne doit nous empêcher de rêver. En effet, comme je vous l'ai dit, j'aimerais travailler à la radio. Quand on sait que je suis malentendant avec une perte auditive de 70%, ce qui est un peu ironique, mais j'ai décidé que j'allais mener mes rêves et ne laisser personne de dicter ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Grégoire pour ce témoignage. Nous allons passer à la série de questions. Peut-être pour les personnes qui nous suivent, savoir que la journée sera rediffusée sur YouTube, qu'ils pourront à ce moment-là aussi ajouter en différé, entre guillemets, des questions. Forum Écoute y répondra ou fera appel à des experts pour y répondre. Voilà, donc nous allons un peu aborder la question, toute une série de questions sur l'insertion professionnelle. Je vais demander à Lucie de nous rejoindre. Merci Lucie d'avoir accepté. Lucie Froidevaux est malentendante, implantée. Elle est responsable sensibilisation chez Forum Écoute, pour laquelle elle travaille depuis quelques mois maintenant. Donc il me semblait aussi que son témoignage pourrait apporter vraiment un éclairage supplémentaire à celui de Grégoire par rapport à la problématique de l'insertion professionnelle. J'ai retenu de l'intervention de Grégoire la notion de bienveillance, qui était d'ailleurs sous-jacente dans vos deux interventions, Monsieur Longchamp et Madame Lovy. Lucie, toi, dans ton parcours d'insertion professionnelle et de formation, est-ce que tu as observé la même bienveillance autour de toi? Alors, malheureusement, non. C'est vrai que c'était vraiment propre à chaque employeur qui sont justement plus ou moins bienveillants et plus ou moins réceptifs par rapport au handicap auditif. D'accord. Donc, comment tu as pu faire appel à tes ressources pour surmonter cette absence de bienveillance? Alors, je me souviens au dernier poste de travail que j'avais en tant que maquilleuse, où là, c'était vraiment une première de la part de cette entreprise d'engager des personnes en situation de handicap auditif. Et là, vraiment, j'ai dû faire appel à une éducatrice spécialisée en juridité pour vraiment sensibiliser l'entourage professionnel, les collègues, les chefs, à ce que ça engendrait, quoi. En parlant d'éducatrice spécialisée, Madame Lovy, il y a une question pour vous. Vous nous avez montré un très beau tabouret qui est très révélateur finalement de l'environnement qu'il faut. Puis quelqu'un demande, qu'est-ce qui se passe quand un des pieds manque au tabouret?
C'est une bonne question. C'est très important d'identifier quel pied manque pour savoir comment compenser ce manque. Parce que c'est en fonction du besoin, mieux le besoin sera identifié, plus on pourra apporter une solution adaptée. Alors si c'est au niveau des outils de communication, eh bien ça va effectivement définir le niveau de formation. S'il manque trop de maîtrise de français, on ne pourra pas entreprendre une formation CFC avec un vocabulaire de français basique. Comment vous faites pour identifier ces besoins? Parfois, il faut du temps. Effectivement, il faut du temps. Les jeunes qui sont accueillis au Repuy, à leur entrée, il y a une photo de leur niveau de compétences scolaires qui permet, durant la première année d'orientation, de consolider ce français, ces maths de base, puisque c'est le soutien qu'on leur apporte. Et puis aussi, moi, je demande qu'il y ait une évaluation du niveau de décodage, par exemple, pour des jeunes qui utilisent le LPC, pour qu'après, en parallèle, un travail puisse être fait avec une codeuse pour renforcer l'outil de décodage, si c'est l'outil qui est choisi par le jeune. Après, c'est l'équipe d'enseignants du Repuy qui, grâce à sa pratique professionnelle, va aussi pouvoir dire, ben voilà, ce jeune, il a des compétences qui lui permettront de réussir une AFP. Donc, on va l'orienter vers une AFP. Et comme l'a dit M. Longchamp, il y a cette possibilité, cette souplesse. Si au bout de l'AFP, il y a un réel potentiel de réussite en CFC, c'est aussi un projet qu'on peut défendre pour une entrée en CFC. Est-ce que, et c'est peut-être aussi pour M. Longchamp, est-ce que vous avez l'impression que le monde, vous évoluez dans ce monde depuis longtemps, est-ce que vous avez l'impression que le monde de l'entreprise est beaucoup plus réceptif, attentif aux enjeux de la formation spécialisée? Sans langue de bois. Alors, sans langue de bois, je pense que la bienveillance, elle est importante, mais si elle n'est pas confrontée à la performance du collaborateur que vous engagez, la bienveillance, elle ne résiste pas en fait aux enjeux économiques. Donc, un patron qui va engager quelqu'un, probablement qu'aujourd'hui, il y a une plus grande ouverture à se donner des outils justement pour rendre la personne performante. Voilà, donc on adapte l'environnement de travail. Maintenant, la performance du collaborateur, elle doit rester. Voilà. Que ce soit vis-à-vis de l'équipe dans laquelle il travaille ou vis-à-vis justement de la rentabilité de la personne qui travaille. Donc c'est vrai que nous, on est légèrement en aval, en fait, en amont pardon, de ça par la formation, mais on doit veiller justement à ces aspects de compétences professionnelles. Et c'est vrai que là, par rapport à la surdité, c'est d'associer les besoins en fait, d'étayage, justement on parlait tout à l'heure de compensation de désavantages, quelque part le désavantage de la surdité, de savoir comment cette personne avec désavantage de la surdité va être performante dans une entreprise. Donc déjà dans sa formation et après en entreprise. Et ça pour nous c'est un projet de formation qui est réussi et une insertion professionnelle qui est réussie. Mais c'est vrai que si je peux juste encore me permettre point, c'est quelque chose qui est compliqué en fait pour tout jeune aux formations, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a l'adaptation à un premier contexte qui est celui du centre, et puis après dans des stages, ça demande en fait une adaptation sociale à différents lieux de stage ou à différents lieux professionnels. Et chaque fois justement, c'est des codes à réapprendre pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises justement qui accueillent ces apprentis et ces apprentis. Donc là, on essaie de développer un travail d'accompagnement qui est pointu pour expliquer de manière pragmatique, parce que là, quand vous parlez à un technicien, vous ne pouvez pas parler de philosophie. Bien sûr. Donc on lui parle technique, voilà. Et on essaie justement de s'adapter au langage en fait, de nos interlocuteurs en fonction de nos métiers. Madame Lovy, en tant que répondante surdité, est-ce qu'une personne qui souffre de déficience auditive peut et arrive à être performante dans le monde de l'entreprise? Bien sûr, parce que c'est avant tout une personne qualifiée professionnellement. Voilà. Moyennant un travail et un accompagnement, donc. Oui,
mais ça va dépendre de la personne. Grégoire l'a bien dit, souvent, c'est aussi sa force de caractère, c'est aussi... il est combatif, il a des ressources, il a utilisé des outils qui ont été des soutiens. Donc c'est chaque fois différent. Alors, pourquoi parfois ça marche, pourquoi parfois ça marche pas, c'est l'être humain. Puis si ça marche pas aujourd'hui, ça peut marcher demain. Voilà, complètement. Et ça, c'est important de le dire. Voilà. Grégoire, tu as senti cette pression de la performance comme tous les autres employés? Bien évidemment, que ça soit durant mon apprentissage ou bien mes différentes expériences professionnelles que j'ai eues ou bien que j'ai encore actuellement, c'est pas parce que je suis malentendant que je vais avoir un traitement de faveur ou etc. Simplement, si tout d'un coup il y a quelque chose que j'ai pas compris ou bien je sais qu'il va nécessiter peut-être 5 minutes de pub parce que je dois demander quelque chose à quelqu'un. Mes employeurs ont fait de ceci, mais c'est clair que si tout d'un coup il y a une tâche que j'aurais dû faire en 10 minutes, que je le fais en 20 minutes, indépendamment du fait que je sois malentendant ou pas, ils vont dire non mais Grégoire, maintenant tu te mets un coup de pied au cul et tu t'avances plus rapidement. Donc c'est clair que comme je l'ai dit, l'indicateur performance est plus robuste face à l'indicateur de bienveillance, mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est aussi, je pense que ça fait aussi partie de la formation professionnelle, justement, de savoir s'affirmer et de dire ce qu'on pense. Alors c'est clair, il faut le faire avec la manière, il faut le faire avec élégance, pour pas braquer les gens, pour pas braquer son employeur, ou bien même ses collègues, mais je pense que c'est aussi important de défendre ses convictions personnelles. Lucie, une pression de la performance dans tes différents parcours de formation et professionnels? Alors, c'est vrai que durant mon apprentissage, c'est vrai que je me suis mise un peu la pression toute seule parce que j'ai toujours eu un peu cette envie de bien faire, de montrer ce que je valais malgré mon handicap. Et puis après, justement, en tant que maquilleuse, là aussi, il y a quand même passablement de pression. C'est plus une pression de vente, de chiffres, mais c'est vrai que j'avais quand même encore une pression personnelle vis-à-vis de la clientèle qui venait, qui n'était pas forcément au courant que je suis malentendante, et puis c'était plus ou moins bien perçu. Mais voilà, tout dépend de l'employeur. Madame Lovie, les personnes en insertion professionnelle spécialisée, elles se mettent la pression elles-mêmes? Oui, elles se mettent la pression. Ouais. Parce que passer de l'école dans un centre de formation professionnelle, c'est déjà un saut énorme. Puis quand on a ses repères dans ce centre de formation professionnelle spécialisé et qu'on rentre dans le monde professionnel, c'est un deuxième saut. Donc il y a beaucoup de pression. Et vous travaillez à faire en sorte qu'elle puisse s'auto-réduire, cette pression? Comment vous gérez cette pression? Alors personnellement, j'accompagne les apprentis lors de la première visite avec ma collègue qui est coordinatrice en insertion professionnelle. Pour faire le lien, ma collègue va présenter le jeune, présenter l'objectif du stage professionnel, et puis moi, je vais, avec le jeune, aborder le thème de la surdité, et puis déjà parfois simplement répondre à des questions toutes simples, parce que vous parliez que vous vous mettez la pression, mais je me suis aussi rendu compte que les personnes qui accueillaient les jeunes sourds avaient énormément de pression, elles, et étaient aussi blancs que le jeune sourd qui arrivait chez eux. Donc tout le monde est un peu stressé, et il faut juste détendre chacun, et au bout d'une journée, c'est bon. Chacun a mis en place des codes de communication. D'accord. Monsieur Longchamp, il y a une question qui est arrivée. Au Repuy, on ne fait que des formations manuelles, entre guillemets?
On a des formations dans le bureau également qui sont offertes chez nous. Après, c'est vrai que le monde des formations manuelles, c'est quelque chose qui est vaste. Mais à la base, donc dans les domaines qu'on a, effectivement, on a les métiers du bâtiment, les métiers de la mécanique industrielle, il y a la carrosserie également. Et c'est vrai que ferro-défenseur des métiers manuels, c'est la tête qui commande les mains. Donc, Oui, bien sûr. si vous êtes pas habile, effectivement, c'est compliqué. Maintenant, on essaye aussi de faire une diversification dans le commerce de détail, justement, où on a un partenariat important avec la Migros. Parce que c'est un volet en fait qu'on peut pas simuler en fait en atelier. On peut pas apprendre le métier de vendeur en fait dans un atelier, donc on est obligé de l'apprendre sur le terrain. Donc là, on a tout un dispositif également qui accompagne ces éléments-là. D'accord. Voilà. Peut-être question à vous deux du Repuy. Madame Lovy me disait tout à l'heure, une des premières étapes quand les jeunes arrivent chez nous, c'est de faire un deuil du métier de leurs rêves. Oui, alors les jeunes arrivent chez nous sur mandat de l'AI. C'est ça. Un enfant vit sa scolarité, il a des rêves, c'est juste normal. Et Heureusement. puis après, eh bien, il y a cette confrontation, cet arrêt qui tombe. Eh bien voilà, la formation se fera dans un centre de formation professionnelle spécialisé. Oui, c'est un deuil. C'est un deuil, hein? Oui. Alors peut-être question pernicieuse, est-ce qu'ils trouvent leurs rêves chez vous? C'est une bonne question. Certains trouvent des voies qu'ils n'avaient pas Soupçonnées. imaginées. Et puis, la vie est longue. La première formation sera l'occasion d'avoir un tremplin pour entrer dans le monde professionnel. Puis après, le jeune grandit, mûrit, s'affirme. Rien ne dit qu'il ne fera pas une Autre deuxième chose. formation ou une autre formation. Lucie, je crois que tu es exactement l'illustration de ça. Exactement. J'ai commencé, quand j'ai fini la scolarité obligatoire, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce. J'ai travaillé quelques temps dans le domaine. Après, j'ai complètement switché en tant que maquilleuse. Et là, je suis de nouveau revenue en tant qu'employée de commerce. Et c'était quoi le métier de tes rêves dont tu as dû faire le deuil? J'étais maîtresse d'école pour enfants sourds. Peut-être que c'est pas fini. Non, qui sait? Grégoire, c'était quoi le métier de tes rêves? Journaliste radio? C'est le métier. C'est la question qui fâche un peu parce qu'effectivement, comme j'ai dit, depuis l'âge de 14 ans, je veux devenir journaliste à la radio. Ça reste quand même malgré tout dans un coin de ma tête, mais ma formation universitaire, comme je l'ai mentionné, m'a montré en fait que la communication est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ce qu'on pense. Et je me rends compte aussi que la politique, la communication politique m'intéresse énormément. Et donc là, je suis un peu en phase de questionnement en se disant, est-ce que je vais vraiment aller vers le journalisme radio? Ou bien est-ce que tout d'un coup, je n'ai pas parti justement sur quelque chose de la communication peut-être un peu plus générale, un peu plus globale, mais dans le domaine de la politique. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué dans ton processus de formation? Parce que tu parles de tes profs qui sont bienveillants, qui font attention au micro, etc. C'est pas si idyllique que tu le dis, non? Oui, c'est pas aussi idyllique que ce que j'ai présenté, mais après, c'est aussi ma philosophie de vie de dire que oui, il y a des mauvais moments, mais qu'à mon avis, il y a plus de bons moments que de mauvais moments. Alors là, c'est une réponse de Normand. Tu veux que je réponde concrètement à la question? Qu'est-ce qui m'a manqué durant ma formation? C'est peut-être moche à dire, mais j'ai pas l'impression qu'il m'ait manqué quelque chose. J'ai travaillé dans une entreprise qui était très bienveillante, qui était à mon écoute. J'ai envie de dire, peut-être, c'est même pas un truc qui m'a manqué parce que c'est le contexte professionnel qui veut ça. J'ai dit, j'avais une formatrice référente dans les employés de commerce, mais il y avait une formatrice principale. Et j'ai appris à la fin de mon apprentissage que cette formatrice principale ne voulait pas m'embaucher. C'est ma formatrice référente qui a poussé mon dossier. Et cette formatrice principale a été plus dure avec moi
qu'elle l'a été avec d'autres apprentis. Quand je ramenais une mauvaise note, elle me tombait dessus directement, alors que j'avais une collègue qui avait une note un peu moins bonne que les miennes et il n'y avait aucun problème. Elle a compris comment tu fonctionnes. Elle avait compris comment tu fonctionnes. Oui, et puis, comme on l'a dit juste avant, il y a la performance, la bienveillance. Je pense qu'elle s'est dit, j'ai un apprenti malentendant, c'est une pression, c'est une question d'image, il faut qu'il ait des bonnes notes. C'est aussi un beau défi pour un formateur. C'est aussi un beau défi, mais je pense que cette formatrice principale, comme elle a dit Madame Lovis, certainement s'est mis une trop grande pression, a mis trop d'attentes sur moi, puis du coup a été justement moins bienveillante avec moi et m'a demandé plus de performance. Mais c'est pas quelque chose que j'ai pris comme maman, que j'ai dit c'est ok, c'est mon entreprise, elle est comme ça. Maintenant, à moi de lui prouver que je suis quelqu'un qui peut être aussi performant, voire plus performant qu'un collaborateur normotendant. Lucie, qu'est-ce qui a manqué, selon toi, dans ton processus de formation? À mon avis, pour moi, ce qui a manqué, c'est surtout un échange avec d'autres personnes, d'autres apprentis malentendants aussi. Moi, ce qui m'a manqué, ce que j'ai surtout ressenti, c'est un peu d'être un peu la seule. Parce que si on regarde dans l'école professionnelle, quand il y avait les cours théoriques, j'étais la seule personne malentendante. Donc c'est vrai que si j'avais pu avoir, je pense, une espèce de petite béquille, un petit soutien, de pouvoir échanger justement sur un peu les difficultés, les joies, je pense que ça aurait été plus facile à vivre et puis un petit peu plus motivant au moment où on a envie de baisser les bras parce que énormément d'efforts qui ne sont pas D'épuisement. toujours remarqués. C'est vrai que ça aurait été bien. Madame Lovie, vous avez une dynamique collective d'apprentis sourds ou malentendants chez vous? Alors, au risque de vous étonner, il y a très peu de contact entre les jeunes qui sont signeurs purs Voilà. et ceux qui sont implantés et qui oralisent. Très peu de contact l'un avec l'autre. D'accord. Et les jeunes qui sont implantés, qui oralisent, certains ne sont pas tous au même stade sont pas tous prêts à montrer qu'ils sont implantés. Je pense aux jeunes femmes qui cachent leurs implants sous leurs cheveux. Ce qu'on peut comprendre. Voilà. Quand ils me croisent, ils ne sont pas toujours à l'aise de me saluer au milieu de plein de gens. Je suis un peu la madame des sourds. Ils sont très à l'aise de me parler quand on est dans une salle sans que les gens me voient, sans que les gens nous voient. Mais autrement, ils m'ignorent un peu. Mais alors, comment vous conciliez ce besoin qu'exprime Lucie d'avoir des pairs qui partagent les mêmes problèmes et puis ce besoin de chacun d'entre eux de se personnaliser? Comment vous conciliez ça? Alors, avec mes collègues, on encourage ces jeunes sourds, quelle que soit leur surdité, à développer un réseau social à côté du monde professionnel. Parce qu'ils sont quand même isolés dans le cadre de leur monde professionnel. Ils sont souvent les seuls, comme vous le dites si bien, et ils sont en constant effort du début de la journée jusqu'à la fin de la journée et privés de ces moments de décharge que nous entendons, on connaît bien, que sont les pauses et les bavardages autour de la machine à café. Et on encourage les jeunes sourds à développer un réseau d'amis qui sont leurs semblables, qu'on le veuille ou non, pour se raconter, pour se vider de ce trop-plein. Est-ce que ce n'est pas la même problématique pour tout le monde? Vous parliez tout à l'heure de job de ses rêves, de deuil, de reconstruire un rêve, de construire un réseau social autour de son travail et après son travail. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a une spécificité malentendant. Voilà, vous avez tout à fait raison. On travaille et on a tous besoin, à côté de son travail, d'avoir un moment où on relâche la pression et où on est juste nous. Alors, en parlant de relâcher la pression, je vais vous poser une dernière question qu'on vous pose à vous, Monsieur Longchamp. L'avenir du Repuy, c'est quoi? L'avenir du Repuy, c'est d'essayer de comprendre chez chacun de ces apprentis ce dont ils ont réellement besoin pour faire le lien avec ce qui vient d'être évoqué. C'est
c'est très compliqué en fait de faire l'équilibre entre fournir les bons outils en fait à une personne qui a des ambitions, justement des envies, qui se met une pression, puis de se dire voilà ce dont la personne en fait elle a besoin. Tout à l'heure, on faisait l'analogie avec les bébés justement qui sont implantés. Comment savoir en fait comment ils entendent? Bah, quelque part, un peu plus tard, même avec des gens qui ont beaucoup plus d'expression puis qui réagissent, je vous assure beaucoup plus. Parfois, on se dit mais est-ce qu'on offre en fait le bon outil? Est-ce qu'on est dans les bons réglages en fait de ce qu'on offre? Donc pour moi, en fait, l'ambition, c'est de continuer en fait à améliorer cette écoute des besoins, parce que c'est quand même les jeunes qui se connaissent le mieux, hein, puis leur entourage. Donc c'est de continuer à améliorer cette écoute de ce dont ont besoin justement les jeunes qui nous sont confiés, pour les accompagner dans le voyage, en fait, pour qu'ils aillent le plus loin possible. Parfait, alors vous m'offrez une transition rêvée pour conclure, parce que quand moi j'ai cherché un petit peu à comment finalement résumer cette matinée, au fond, là, il ne s'agit pas de chirurgie, il ne s'agit pas vraiment de technique, il s'agit d'insertion professionnelle, mais au fond, le mot qui résume tout ça, c'est bel et bien accompagnement. Accompagnement de la personne en situation de déficience auditive, grâce aux moyens techniques, grâce à l'accompagnement des logopédistes, des codeuses et des traductrices en LSF qu'on remercie ici, accompagnement aussi de la part des ingénieurs, accompagnement des éducateurs spécialisés, des institutions spécialisées, et puis finalement, tout ça, au-delà de la technique et des moyens techniques, pour arriver à quelque chose que Grégoire ne contredira pas, finalement, que l'on retrouve, que moi j'ai retrouvé chez beaucoup de personnes malentendantes que j'ai eu la chance de côtoyer, finalement pour arriver à cette soif d'indépendance. Je ne sais pas si c'est vraiment une soif d'indépendance, mais simplement, je pense que dans le monde dans lequel on évolue, où en fait chaque être humain est différent, puis chaque être humain parfois est un peu plus différent que l'autre, euh, il est important en fait de se dire que c'est pas parce qu'on a un handicap, et d'autant plus qu'on parfois on a des handicaps qui sont invisibles. Je veux dire, moi je me vois à l'image ici, on voit même pas mon appareillage auditif qui est caché juste sous mes cheveux. Je pense que ce qui est compliqué avec le handicap auditif, c'est que c'est un handicap qui est invisible et qui est très dur à appréhender, à comprendre. Et puisque cette soif d'indépendance, moi ce que je veux dire, c'est que oui, on a un handicap, oui, ça va demander des adaptations, des petits ajustements, mais on vaut pas moins et on vaut pas plus que n'importe qui d'autre. Je veux dire, on peut être aussi performant, dans une entreprise avec la bienveillance qu'il faut. Et voilà, moi, c'est ça le message que j'aimerais dire. Finalement, on est tous handicapés quelque part. Ah, ça c'est clair, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Merci à tous, merci à tous nos invités, à Grégoire, à Lucie qui a accepté de témoigner in extremis. Merci à Madame Langlais qui est encore là. Merci aussi à toute l'équipe de Forum qui a organisé cette matinée. Et puis à tous, je dis à l'année prochaine et puis j'espère cette fois en présentiel.